Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT des territoires. Cette semaine, place à une édition spéciale début d'année 2026. Un condensé de l'actualité de vos régions. Voici d'ailleurs le tout premier reportage de ce journal. Formés pour combattre. Dans cette école, située au sein du 61e régiment d'artillerie de Chaumont, les élèves étudient un objet bien particulier, le drone. Nous avons les premières formations donc, de télépilotes pour différents types de drones, mais également les formations de RID, donc référents instructeurs drone, qui sont chargés de faire les formations en interne des régiments. Chaque formation a pour but de permettre aux télépilotes de maîtriser l'environnement interarmes et aéronautique, de mettre en œuvre son drone, d'effectuer une maintenance sur ce dernier, d'exploiter les charges utiles et d'être formés au combat. Et ça, sur tous les types de drones. Les nanodrones sont des drones qui servent aux combattants, donc dans les 2 premiers kilomètres. Ensuite, on va avoir des drones un peu plus lourds, comme le DT-46, qui sont des drones spécialisés, donc soit pour l'artillerie, soit pour le génie. Et enfin, le drone du commandement, le patroller, qui est le drone le plus important, qui lui va permettre de prendre des décisions et contrôler le champ de bataille. Dans la même catégorie, il y a le Black Hornet. Drone de 17 cm, 33 grammes. À une distance de 20 mètres, il est inaudible et invisible. Une des formations en cours se basait sur le mini-drone DT-46, une formation nécessaire puisque l'appareil nécessite une installation en équipe. À quelques mètres du terrain d'exercice, l'arène de combat, le drone FPV, soit First Person View. La particularité de cette cellule est de pouvoir fabriquer ses propres drones. Et après avoir entraîné nos pilotes à la fabrication, l'assemblage ainsi que la programmation de ces drones, ils sont entraînés sur au moins 1 à 2 semaines au pilotage. Il y a des drones qui peuvent être pris en main par n'importe qui dans le civil pour faire des prises de vue. Là, nous, on va chercher à opérer une mission tactique. C'est le même changement qu'il y a eu il y a quelques siècles avec l'arrivée de la poudre à canon, sans changer fondamentalement les principes de la guerre. À terme, le but serait de créer une flotte de 4000 drones et un vivier de 6000 à 8000 opérateurs pour irriguer toute l'armée de terre. Les transports d'échantillons biologiques en France font face à beaucoup d'obstacles, bouchons, accidents ou encore problèmes de logistique. Avec les transporteurs, cela peut parfois mettre en danger la vie de certains patients. C'est alors que les drones entrent en jeu pour diminuer les temps de trajet. Encore en phase de test, cette solution pourrait être appliquée d'ici 2 ans. Écoutons l'un des fondateurs de ce projet au micro de La Provence, notre partenaire sur place. L'objectif du projet, c'est de gagner du temps sur le parcours et donc d'améliorer la prise en charge des patients. Pour ça, on a mis en place donc, le drone que vous voyez derrière moi. Il est équipé du coup d'une boîte de transport, c'est ce qu'on voit en dessous, dans lequel les sacoches de transport de produits de santé seront insérées de façon à pouvoir donc, mettre en toute sécurité l'ensemble des prélèvements biologiques et pouvoir les envoyer jusqu'à Aix. C'est un peu comme le tramway, c'est-à-dire que vous avez une gare de départ, une gare d'arrivée, et après il est sur son couloir, il fait ses allers-retours sur son couloir. Tout autre chose maintenant, chaque jour des centaines de milliers de véhicules arpentent les autoroutes et les routes nationales de notre pays. Un trafic souvent dense aux abords des grandes villes et des périphériques aussi. Je vous propose donc une immersion exclusive au cœur du centre de contrôle autoroutier de Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux. Ici, des centaines de personnes assurent la sécurité des conducteurs. Reportage de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Vous faites peut-être partie des 114 000 véhicules qui traversent chaque jour le pont d'Aquitaine. Et pour veiller sur vous, le pupitreur du centre de gestion du trafic ne vous quitte pas des yeux. J'ai un véhicule en panne, le dépanneur est engagé. Bretelle d'entrée du 24 en extérieur en bout de bretelle d'entrée. Une camionnette blanche arrêtée sur le côté de la route. Un événement comme celui-ci, Cyril en traite des dizaines par jour en collaboration avec un CRS autoroutier. Moi j'ai besoin de lui, lui il a besoin de moi. Il peut me demander des images que je peux mettre à disposition sur un écran, les images qu'ils veulent. On peut mettre à disposition des vidéos aussi sur réquisition du parquet, suite à des enquêtes nécessaires, suite à des accidents. De son côté, le gardien Robin Barle coordonne les escortes de véhicules et les dépannages. Nous on déclenche les dépannages, donc j'ai ici le secteur autoroutier avec tous les dépanneurs agréés. Dans la salle de contrôle, les écrans indiquent les grands axes routiers.
Au centre, la rocade de Bordeaux avec la possibilité de déclencher des messages d'information pour fluidifier le trafic et sécuriser les usagers. En 10-15 secondes, on peut valider un message. Aujourd'hui, le CIGT assure la surveillance de 650 km de routes nationales et de portions d'autoroutes gratuites. Coordonne aussi 150 panneaux à messages variables, 150 caméras et 224 systèmes de comptage du trafic. Un champ d'action important transmis à différentes plateformes GPS. L'idée, c'est toujours d'informer au mieux les usagers. Et pour ça, ça peut être en direct via nos propres outils, par exemple via Bison Futé, mais aussi on a mis en place une information dans nos propres camions, dans nos propres fourgons lorsque nous intervenons. Et l'information arrive par exemple chez Waze. Le centre de contrôle du trafic contribue à la gestion de 25 000 incidents chaque année. Tout à fait autre chose dans ce journal. Dans une société qui se numérise dans tous les domaines, les communautés religieuses doivent également suivre le pas. À Thionville, en Moselle, le curé a donné une nouvelle impulsion à sa paroisse et à ses fidèles qui sont désormais connectés grâce à une application. Un reportage de Moselle TV, Florent Arnold. Depuis fin août 2025, la paroisse de Thionville se numérise. L'abbé 2.0 Stéphane Cam a décidé de promouvoir l'application Au Clocher. Elle permet d'informer sur les offices et les événements communautaires, mais plus qu'un simple bulletin paroissial dématérialisé, on se croirait presque sur un réseau social. Là, Marie-Josée, elle a publié une demande d'aide. J'ai acheté l'ordinateur proposé à la paroisse. J'ai des problèmes pour m'en servir, une personne peut-elle m'aider ? Et puis on a une personne qui apparemment se propose d'aller l'aider. En fait, ça augmente aussi la vie paroissiale et la fraternité entre les gens. Ce qui est bien, c'est que c'est pas seulement le curé qui envoie l'information, c'est aussi les paroissiens qui partagent de l'info, quoi. Un intérêt partagé par les paroissiens thionvillois, car ils sont déjà 440 à s'être inscrits sur l'application. On est un monde connecté, qu'on le veuille ou non. Avec l'évolution des outils numériques, je pense que la paroisse, elle n'a pas le choix que d'innover un petit peu et de faire appel à des moyens comme ceux-là. Dans le même sens, la paroisse s'intéresse à la quête numérique. Remplacer la monnaie par la carte bancaire, mais qu'en est-il de la fracture numérique des fidèles les plus anciens ou des plus précaires qui n'ont pas accès à Internet ? Le bulletin paroissial va rester, le support papier va rester. Il sera peut-être réduit en nombre et en quantité. Il y a encore une fracture générationnelle et nous, on n'est pas là pour rajouter de la fracture à la fracture. S'adapter à l'évolution de la société dans un milieu où les innovations ne sont pas toujours bien vues, l'enjeu est de taille. Découvrons dès maintenant le foil. Cette discipline est une dérive du surf avec une planche plus petite et une aile sous-marine plus longue. Une pratique qui permet en quelque sorte de voler sur l'eau. En Europe, une entreprise savoyarde est le leader européen. Et ce fabricant imagine et conçoit ses planches localement, vous allez le voir. Rencontre proposée par 8 Mont-Blanc, Sébastien Germain. Le savoir-faire est totalement maîtrisé. C'est ici, dans cette usine située à Vivier-du-Lac, que sont fabriquées à la main les planches et les foils de la marque savoyarde au nom grec Ketos Foil. À la tête de cette entreprise, on retrouve Cyril Bernard qui a repris la société il y a maintenant 1 an et demi. Le marché maintenant, c'est 90% d'import chinois. On est resté sur un marché très haut de gamme, sur des foils fabriqués à la main en France. Et on n'est pas dans le mass market avec la plupart des foils. Maintenant, c'est du produit chinois sur lesquels nous, on n'arrive pas à se positionner en termes de tarifs. Cyril Bernard et Ketos Foil assument donc leur choix. Ces planches fabriquées en Savoie à base de carbone local sont avant tout conçues pour se démarquer par leur excellence et pour sortir de l'ordinaire. On a 2 spécificités, c'est la glisse, la finition, la qualité des produits. Et en bord de Dogstart, maintenant on a un gros marché qui est le Dogstart. Vous avez beaucoup de gens qui pumpent. On a la board de Dogstart la plus réputée au monde, qui est vraiment hyper rigide. On a la plus petite du marché qui fait 1 kg, 80 cm. Donc on est très spécifique maintenant Dogstart, qui est vraiment une activité locale. Et preuve que l'entreprise vivieraine se porte bien, Ketos est aujourd'hui le premier fabricant européen. Né il y a une quinzaine d'années sur les lacs, le foil et ses nombreuses disciplines dérivées sont aujourd'hui en plein essor. C'est un objet qui permet de naviguer sur l'eau quand il y a moins de vent, avec moins de frottement. Donc c'est vraiment le concept d'un avion. On a une aile avant, un fuselage, un mât qui nous relie à une planche, comme on a ici là, des planches de foil, et qui permet de pratiquer multidisciplines. Pour les années à venir, les projets sont légion pour Ketos Foil.
avec la volonté de créer une structure dédiée à la fabrication de pièces en carbone et surtout un déménagement dans un site plus grand. Partons dans la Loire maintenant, au cœur du mont du Forez. Ici, Florent sublime les gentianes, les genièvres et les myrtilles pour créer des liqueurs et des spiritueux d'exception. Son équipe récolte, macère et distille ces trésors sauvages de juin jusqu'à l'automne. Regardez le portrait de Florent réalisé par notre partenaire TL7, Thibaut Rivière. Voici un concentré du Forez en bouteille. Pour cette liqueur, on retrouve près d'une vingtaine de plantes digestives. Et avant de macérer, il faut les récolter. Et il n'y a pas besoin d'aller bien loin. On monte à peu près 100 à 150 mètres. Alors, et puis après, on arrive sur des coins où on peut trouver le genévrier, la myrtille et les choses comme ça, quoi. Souvent, on va être en équipe de 2 maximum. Et après, on est vraiment concentré sur quelque chose de spécifique. Dans un rayon de 5 km autour du lieu-dit du Nermont, en plein été, on arrive sur un spot rempli de myrtilles, mais surtout de genévrier, ingrédient principal du gin. Il y a une partie qu'on prend en branche et une partie où on va prendre des baies. Celui-ci, ça a l'air d'être un mâle, donc il n'y aura que de la branche du coup. L'huile essentielle est présente de partout. Voilà, on prend juste les extrémités, on n'en prend pas trop, on prend plein d'extrémités. Chaque plante a son outil, peigne pour les baies, sécateur pour les branches. Et en automne, début novembre, c'est la gentiane qui règne, récoltée selon des règles très strictes. Il faut qu'on fasse un arrêté préfectoral sur chaque parcelle où on va récolter. Donc sur la parcelle, on va pouvoir récolter 80% de la parcelle. Et ensuite, il faudra attendre 20 ans pour revenir récolter. Parce qu'il faut savoir, par exemple, la gentiane pour fleurir, là, elle a mis 15 ans en gros. Un concentré de 15 ans en goût qui a donné envie à Florent de se lancer dans cette aventure en 2017. Il manque maintenant une dernière étape, la macération et la transformation. On a tous nos concentrés et puis après petit à petit on va refaire nos recettes sur des plus gros volumes comme la cuve qui est ici, quoi. On va mettre peut-être par exemple 600 litres d'alcool, 600 litres d'eau et ensuite on met tous nos concentrés de goût, le sucre. On laisse mélanger pendant des fois 2 jours quand c'est des grosses cuvées pour vraiment bien que ça soit mélangé. Voilà, et là c'est vraiment quand on est sur des choses très subtiles qu'on utilise l'alambic. Les vapeurs d'alcool vont pénétrer et vont prendre le goût de la plante verte. La distillerie a déjà obtenu plusieurs prix au concours Paris International Trophy et il n'y a pas qu'à Marseille qu'on est primé pour du pastis. Son cousin forésien a fini médaille d'argent. Amateurs de rhum, restez dans ce journal. Ce reportage devrait vous faire saliver. Je vous présente Zozo, un Vosgien d'origine réunionnaise qui fabrique artisanalement son rhum arrangé. Il met un point d'honneur sur l'utilisation des techniques ancestrales pour élaborer ces précieuses bouteilles. Un portrait savoureux de Vosges TV à consommer bien sûr avec modération. Regardez. Voilà, là la bouteille, elle est scellée. La touche finale, ça fait ça. Ça, c'est la touche finale. Yo ho ho, et une bouteille de rhum. Voilà une expression qui lui sied à merveille à Donvalier, près de Mirecourt. Dans cet atelier qui pourrait servir de décor à un film de pirate, Christ élabore ses rhums arrangés. Et pas de n'importe quelle façon. À l'ancienne, comme le faisaient ses ancêtres de l'île de la Réunion. Finalement, le rhum arrangé, c'est un peu comme le bœuf bourguignon. Si vous regardez les anciens, comment ils faisaient le bourguignon, vous allez voir tout de suite la différence, quoi. Vous allez avoir un bourguignon qui va vous péter en saveur, ça va être délicieux. Et les recettes de rhum, c'est exactement pareil. Il faut regarder comment que c'était fait avant. Après, on peut donner une petite amélioration, il n'y a pas de souci. Mais il faut garder quand même la petite tradition d'avant si on veut vraiment un produit de qualité. Et c'est pour cette raison que Christ, alias Zozo, un surnom que lui ont affectueusement donné les habitants du village, utilise un rhum neutre, c'est-à-dire distillé à un haut degré pour lui ôter ses caractères de goût et de couleur. Puis il y ajoute des morceaux de fruits, achetés directement au producteur local ou importés pour les exotiques, des fruits qu'il sèche lui-même. Si vous faites sécher votre fruit, vous n'avez pas de flotte. Mais par contre, le fruit va rajouter plus de saveur. Vous n'avez que la saveur du fruit, vous n'avez pas de flotte. Et vous n'avez rien d'autre. Le gingembre, citron, piment. Ah, celui-là, il envoie du feu, celui-là. Dosage, macération, vieillissement sont aussi les étapes indispensables pour le réussir, ou la réussir. Et on parle ici de crème de rhum arrangée. C'est beaucoup plus compliqué, c'est quelque chose qui demande à être élaboré. On part pareil sur le fruit séché, on va le laisser à peu près 24-48 heures, le temps que le rhum s'habitue au fruit. Et après, il va falloir qu'on mixe le tout avec du miel
et après on enterre les bouteilles. Comme un pirate enterrerait son trésor. On les enterre parce que les saisons font les choses. Et là, le miel, il va supporter les saisons. Et le miel va commencer à envelopper le fruit. Et le rhum va envelopper tout ça. Comptez moins d'une quarantaine d'euros la bouteille, à consommer évidemment avec modération. Elle faisait briller les yeux des enfants dans les années 2000, mais aujourd'hui, les cartes Pokémon séduisent surtout les adultes. Ce phénomène de retour en force s'explique par une forte dose de nostalgie et par l'idée qu'une carte rare puisse valoir une petite fortune. À Bordeaux, par exemple, les collectionneurs sont nombreux. Reportage de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest, Océane Archambault. Elle faisait rêver les enfants. Et aujourd'hui, les cartes Pokémon sont aussi convoitées par les adultes. 5, 3, 2, 1. Une nostalgie qui se transforme désormais en business. Lucas Garcia a créé son site de vente en ligne il y a 3 ans. Prochaine commande, il y en a pour près de 1500, un peu plus de 1500 euros. C'est 2 displays Pokémon avec une display collector maintenant, une display Soleil et Lune Ultra Prism qui est très très dur à trouver. Et les demandes viennent parfois du monde entier. Les achats de cartes à collectionner ont grimpé de 25% en 2 ans. Certaines peuvent désormais atteindre plusieurs milliers d'euros à la revente. Ça, à sa sortie, ça vaut avec cette gradation entre 1200 et 1600 euros. Peut-être que ça va encore continuer et peut-être que celle-là vaudra 3000 dans 5 ans. Peut-être qu'elle vaudra 900. Des chiffres affolants qui font de ces revendeurs la nouvelle cible des voleurs. Près de 1000 cartes Pokémon ont été dérobées dans une boutique spécialisée près d'Angers. Le préjudice s'élève à plus de 80 000 euros. Dans cette boutique spécialisée dans les jeux de société, les cartes ne dépassent pas la centaine d'euros, mais des précautions ont été prises. Déjà, on les a derrière nous, derrière la caisse. Et donc, il y a toujours du monde ici. Donc, en fait, on ne s'est jamais fait voler de paquets ni de boosters parce qu'on ne les met pas du tout, justement, à disposition des mêmes baladeuses. Le magasin est également équipé d'une alarme pour empêcher les intrusions. D'autres ont préféré conserver leurs précieuses collections dans des coffres forts et même parfois à la banque. Preuve que les cartes à collectionner ne sont plus seulement un jeu. Le drift. Au volant de leur voiture, les participants font déraper leur véhicule pour réaliser une danse méticuleuse. Adrénaline, vitesse et audace, voilà le mélange parfait pour une immersion dans un univers où glisser devient un art. Reportage de la Provence, Rudy Dahan. Ça s'appelle du drift. Le drift, c'est l'art de piloter son véhicule en glisse. Ça, c'est sur les grandes lignes. En compétition, on va aller chercher des clips. Des clips, c'est des emplacements au sol où on doit passer avec les roues arrière, les roues avant. Il y a un parcours bien précis, donc c'est très technique, très précis. Et donc, il faut de l'angle, de la vitesse, de la précision et du fun. Et lui, c'est Florent Mathieu, un champion de la discipline originaire de Vitrolles qui vient d'organiser avec son épouse la première édition de la Piston Cup, une compétition de drift qui a fait beaucoup de bruit dans le sud, au propre comme au figuré. Alors ça fait longtemps qu'on y travaille, ça fait des années, qu'on a ce rêve de vouloir organiser cette compétition. On a répondu à un besoin, à une forte demande dans le sud de la France. On voulait organiser cette compétition homologuée FFSA. J'ai fait plusieurs championnats et le sien, c'est ce qui m'a fait me relancer dedans parce que franchement, il est excellent. Une première édition de la Piston qui a donc ravi les fans de drift et plus largement de sport automobile. Alors, si tout se passe bien, l'épreuve devrait se pérenniser dans les années à venir et surtout revenir plusieurs fois chaque année pour devenir le rendez-vous des amateurs de glisse dans le sud de la France.
Acheter une voiture n'est cependant pas dans les projets de René et d'Alice. Ce couple de retraités a acheté leur véhicule en 1991. Celui-ci compte quand même 1,5 million de kilomètres. Une prouesse qui est en partie due au bon entretien de ce véhicule. René nous livre d'ailleurs au micro de La Dépêche du Midi ses secrets pour garder sa voiture aussi longtemps. Regardez. Il faut l'entretenir, disons, que faire les villages assez souvent. Éviter de marcher le pied au plancher. Et ce qui tue les voitures, malheureusement, c'est les ralentisseurs. Ça tue les voitures. J'ai acheté cette Mercedes en 91 et elle a 1 500 000 km. C'est une voiture que je garderai toujours, ça. Mes copains disent René, on le voit toujours avec la même voiture. C'est la voiture presque de notre vie. On les a oubliés, les autres. Elle, on ne va jamais l'oublier. Il y a des gens qui aiment changer de voiture. Moi, je dis c'est pas la peine de changer du moment que la voiture marche très bien. Elle est économique en plus, alors je ne vois pas pourquoi on la changerait. Amateurs de sensations et d'escalade, cette activité est faite pour vous. À moins d'1 heure de Grenoble, à Lens, en Vercors, un guide de haute montagne a créé une cascade de glace. Il suffit d'enfiler crampons, baudriers et casques et vous serez prêt à grimper. Découvrez cette immersion avec notre reportage de Télé Grenoble, signé Gaëtan Loiseau. Manu, c'est super, hein? T'as un pied gauche. Bien dans la détente, c'est super. Ouais. C'est la seconde fois qu'Emmanuel vient faire de la cascade de glace. Une chose est sûre, il est plus que conquis. Quand j'ai vu que c'était en condition, que c'était ouvert, j'ai dit il faut que je vienne. Donc voilà, mais ouais, ça donne envie d'en faire une activité régulière, quoi. C'est pendant au moins tout l'hiver, quoi. Lui qui est aussi grimpeur, il retrouve quelques similitudes entre les deux pratiques. Il faut grimper un peu comme dans l'escalade, en effet, c'est-à-dire qu'il faut essayer de te relâcher, de s'économiser, parce qu'il y a quand même un petit effort physique conséquent. Alexandre, venu avec son frère, est lui aussi séduit. Grimper dans un milieu naturel, avec un effort physique maîtrisé, et puis c'est énormément de plaisir en fait. Ce mur de glace artificiel, c'est Jehan qui l'a créé, et cela en 4 jours. C'est de l'eau qu'on projette qu'on fait couler sur une falaise. Comme il fait bien froid en ce moment sur le Vercors, surtout ici à Lens en Vercors, et du coup l'eau elle gèle, et du coup ça nous dessine une magnifique cascade artificielle. C'est en haut du téléski de l'Aigle à Lens en Vercors, à moins d'1 heure de Grenoble, que vous pourrez retrouver ce mur de glace. Une activité qui, au-delà des apparences, est ouverte à tous. Il y en a vraiment pour tout le monde, on a du facile, du très facile, du dur, du assez dur. Il suffit d'enfiler crampons, baudriers et casques et vous serez fin prêt pour grimper, avec en prime une ambiance plus que conviviale. Comptez une 60aine d'euros pour les 4 heures d'escalade. Des projecteurs ont été installés pour pouvoir en faire même la nuit, reflet dans la glace garanti. Et puis toujours sur les pratiques sportives, connaissez-vous le walking foot? Cette discipline est une version du football où l'on marche au lieu de courir, sans tacle et sans contact physique surtout. Un sport qui favorise donc l'activité, l'équilibre et surtout la convivialité. Écoutons des pratiquants au micro de Télépaésé en Corse, Ange Orsini et Théo Métayer. Le walking foot, c'est du football, bien évidemment, mais quand même, il y a des règles à suivre. Donc, surtout ne pas courir, voilà, surtout marcher très vite. Et donc, la fonction, c'est surtout le ballon à terre, qu'il n'y ait pas de contact. Le gardien de but, il a une zone comme au hand, et le ballon ne doit pas franchir à peu près 1,80 m. Et bien sûr, aucune tête. Les gens pas autour de moi, à chaque fois on me charrie, on me dit oh, le foot pour marcher. Mais en fait, quand on regarde bien, si on est toujours en mouvement, au bout d'1 heure et demie, on est bien rincé quand même. Partons en Moselle maintenant. Le temple neuf de Metz s'illumine avec Céleste. C'est le nom de ce spectacle immersif alliant mapping vidéo, création sonore et mise en lumière. Un moment suspendu dans le temps qui aura lieu jusqu'en février 2026. Notez bien, Moselle TV nous y emmène pour profiter de la grandeur de ce show. Regardez. De la construction du Temple Neuf à une plongée dans les abysses, en passant par une épopée cosmique, cet astre lumineux guide les spectateurs dans un voyage onirique de 40 minutes au cœur du Temple Neuf de Metz. On a traversé des esthétiques complètement différentes, on a recréé des vitraux imaginaires, on a recomposé des fleurs monumentales, donc on utilise aussi l'immensité du lieu pour travailler sur des images monumentales, des images géantes.
Il y a également une traversée à travers le feu, la lave, le vitrail qui se décompose. L'esthétique en tant que telle est une esthétique résolument abstraite, mais on va retrouver des éléments typographiés, on va retrouver des visages, des âmes. Pour que les murs, voûtes et les vitraux deviennent la toile de ce récit immersif à 360 degrés, plus de 15 vidéoprojecteurs et 32 enceintes ont été installées dans l'édifice. Vous, en tant que public, vous allez être au milieu d'un orchestre, et par moment d'un orchestre statique, par moment d'un orchestre en mouvement. C'est comme si vous aviez une partie, la section corde qui est en train de tourner autour de vous, les chuchotements parce qu'on joue sur des vocalises et des jeux de voix, les voix projetées par exemple depuis l'avant du temple jusqu'à l'arrière du temple. Et au niveau de l'acoustique, évidemment, vous avez 7 secondes de reverb, vous tapez dans les mains si vous voulez, vous entendez la traîne pendant 7 secondes. On a besoin de ces 32 sources pour avoir un son clair et super audible. Un son clair et super audible qui envoûte les spectateurs avec ses touches rock et ses envolées classiques pendant plus de 5 actes. Entre patrimoine et technologie, l'expérience sensorielle céleste est à découvrir jusqu'au 1er février au Temple Neuf de Metz. Merci d'avoir partagé cette rétrospective avec nous. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous et une nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Au revoir.